Bienvenue au Mondanéum. Je vois des nouvelles têtes et des anciennes têtes par rapport à la dernière réunion. Cette réunion, toujours autour de la tokenomics, va en fait l'introduire via la gamification. Mais avant même d'aller au cœur de cette gamification, de la tokenomics, une autre façon d'apprendre, nous allons introduire de nouveau la place du Mondanéum et la place de l'espace culturel dans l'initiative. Donc j'avais introduit la fois passée un petit texte qui avait été exposé par le Mondanéum lors d'une exposition Savoir rêver sur Jules Verne, il y a presque 10 ans maintenant. Et ce texte, en fait, nous parle du web. Et Tim Berners-Lee, qui est l'inventeur du web, nous disait qu'il y avait deux phases dans le rêve du web. La première était une phase informationnelle, et c'est l'hypertexte, c'est le connecter toute la connaissance, qui est en fait un peu la prolongation du projet de Paul Audelet et La Fontaine avec le Mondanéum, d'indexer toute la connaissance. Il fallait la connecter. Et c'est Google, quelque part, qui a repris ce rêve. Mais nous sommes aujourd'hui dans la deuxième phase d'un rêve que Tim Berners-Lee, il y a plus de 20 ans, avait déjà annoncé, qu'une fois connecté, on pourrait analyser, mieux comprendre comment nous vivons ensemble, nos modes de travail, jeux et socialisation. C'est pour ça que j'ai un peu agrandi ce texte. De jeu, c'est bien ce qui sera question aujourd'hui. Et qu'est-ce que ça veut dire? On est aujourd'hui dans cette deuxième phase où finalement le net, nous avons un net de l'information qui passe dans un autre mode, un net de la fabrique. Donc, on était au début en train de mettre des textes ensemble et connecter, faire de l'information. Aujourd'hui, on passe à un net de la fabrique. On s'associe à travers le net pour fabriquer des services. Alors, il y a évidemment de nouveaux instruments qui équipent cet Internet. Ce sont les tokens, ce sont des instruments qui vont servir à comptabiliser, à faire circuler, à distribuer les valeurs créées par les associations. Alors en quelque sorte, c'est une révolution un peu comme il y a eu les dot-com. Au début de l'Internet, le web de l'information naît, on fait énormément de sites. Les gens qui investissent, les hommes d'affaires, veulent à tout prix avoir leur dot-com, leur site, même s'ils ne comprennent pas tout à fait ce qui se passe. C'est la ruée vers les dot-com. Cette bulle éclatera et suivra ensuite ce qu'on appelle l'Internet 2.0, où les gens vont devenir pas des consommateurs de l'Internet, mais des fournisseurs, naissent les blogueurs, etc. Une plus grande horizontalité dans la participation. Donc, ce qu'on peut dire, et si on compare de manière synthétique, avec le web de l'information, on est passé du texte et la page est sortie du livre pour se mettre en réseau, ce qu'on appelle l'hypertexte. Et la deuxième phase du web, en quelque sorte, on passe de la fabrique de services en association fermée, en entreprise, en centre culturel, en institution. Le service sort de cette encapsulation et on est en train d'installer un réseau, une mise en réseau des services. Donc ça change tout puisque le lien, l'hyperlien entre les textes, il devient une dépendance entre services. Et cette dépendance, elle est tokenisée, puisqu'il va falloir comptabiliser les valeurs qui circulent entre ces services. Et donc les Mondanéum Factories visent à déposer cet enjeu dans l'espace culturel. Il y a bien sûr la phase d'investissement, je dirais, de ruée vers l'or qu'on est en train d'observer aujourd'hui, avec quand même des fonds énormes investis, mais ce qui est important, c'est plutôt de s'en saisir de manière citoyenne, comme on s'est saisi de l'Internet après la bulle, après l'éclatement, c'est de se saisir de ces possibles et de pas acheter ces tokens, mais de les créer, comme on est devenu blogueur et créer le contenu soi-même. Eh bien ici, il va falloir, en tout cas, si on veut participer à l'émergence de cet Internet de la fabrication, participer à la fabrication des tokens. Et c'est comme ça que ce sujet s'invite un peu dans l'espace culturel. Ce n'est plus un sujet économique, c'est un sujet de création de société, un enjeu culturel par excellence. Et donc, ce qui est proposé au Mondanéum, qui a mis un pas dans un pied, plus qu'un pied, qui a commencé à ouvrir plusieurs séances et connecter d'autres centres culturels à l'initiative, c'est une mise en place de fabriques tokenisées, ne fût-ce que sous le mot de jeu, il s'agira de jeu aujourd'hui, pour explorer les possibles sociétaux. Donc c'est une position un peu pionnière du Mondanéum que je remercie. Un wiki est en cours de construction, on va pouvoir en fait
exposer les réalisations, les réflexions, les réalisations, les conceptions des tokens. Et donc c'est un réseau qui se constitue par ajout. Il n'y a pas de... Le Mundanium ne prend pas une position directrice, mais est un élément, je dirais, une semence pour initier un processus de mise en réseau par un token. Donc il y a une invitation des artisans à des expertises qui n'est pas spécialement des expertises centrées sur Mons. Ce n'est pas un projet Montois pour Montois, c'est placer Mons dans la tokenisation. Et c'est forcément placer Mons et toutes les autres qui viendront. Il y a déjà l'université de Namur, pour être proche, ou les cryptocafés de Bruxelles, mais bien plus loin, Suisse, France, États-Unis, Inde, Eduardo qui est avec nous aujourd'hui, qui vient du Mexique. Donc c'est une fédération d'expertise de tout niveau, suivant la nature des tâches à réaliser pour entrer dans cette tokenisation, dans une phase initiale où beaucoup de choses sont à réaliser. Et donc la roadmap, l'événementiel qu'on fait aussi, qu'on appelle Mundanium Factories, c'est un événementiel qui s'inscrit dans la durée, au sens où il y a une vocation Mundanium culturelle d'informer le public sur les changements numériques. Ici, on n'est pas sur un fait d'actualité, on est sur une tendance qui va prendre plusieurs décennies. Ben, vous voyez le temps qu'a mis le web pour s'installer. Ça commence dans les années 80, de manière plutôt académique. La croissance est linéaire. Dans les années 90, on le libère aux entreprises. La croissance devient exponentielle. Puis viendront le mobile, les réseaux sociaux, les mobiles. Et chaque fois, ce sont une extension des connexions, à la fois géographiques et des personnes. Par exemple, on a 13 millions de mobiles et de smartphones en Belgique, plus que d'habitants. C'est pour vous dire, ça a été bien plus vite d'avoir 13 millions de mobiles, donc pratiquement toutes les personnes connectées, que l'Internet. Ça a pris donc cette installation dans la durée est fondamentale. On a une lame de fond qui est amorcée, qui a été poussée bien sûr par des acteurs économiques traditionnels, mais dont un relais sociétal est nécessaire si nous ne voulons pas finalement recréer un contrôle par ces nouveaux outils. On voit bien que dans le web, au départ, on voulait quelque chose d'horizontal. On a fini par la puissance de calcul dans les clouds et se faire profiler à tout va sur les réseaux sociaux. Donc, le rêve numéro 1 de Tim Berners-Lee est un peu mis en danger. D'ailleurs, il travaille à un nouveau protocole au MIT, je ne sais pas si vous avez entendu parler, mais IPFS. Donc, cette émergence aussi, cette émergence de tokens qui vont circuler, ça ne sera pas sur le web, l'HTTP que vous connaissez. C'est sur des nouveaux protocoles. IPFS, c'est par exemple Interplanetary File System, qui se connecte à blockchain. Ce sont toutes des façons d'indexer l'information qui est très différente de l'indexation des pages. Donc c'est le problème, vous voyez, technique, quand vous avez un lien sur une page, il n'y a pas de relation entre le contenu et le lien. Tandis que dans un web sécurisé pour l'économie, eh bien, c'est le contenu qui fait lien. On hache le contenu, ça fait le nom. Donc si vous changez le contenu, le nom ne pointe plus dessus. C'est ce qu'on appelle le web permanent, l'Internet permanent. Ça ne veut pas dire que ça ne peut pas disparaître, il ne faut pas confondre permanence et persistance. Mais si le contenu est altéré, vous le perdez. Donc on ne sait pas tricher, vous faire croire que ceci est votre contenu. Il est incorruptible et son nom est incorruptible. Ils vont ensemble. Ce n'est pas le cas dans le web. Donc vous ne sauriez pas faire l'économie avec un protocole HTTP et de l'HTML, c'est impossible. C'est impossible, en raison que vous ne disposez pas de la permanence. La permanence du web, par exemple, c'est une des choses très importantes, la non-corruptibilité. On n'appelle plus ça du web, ce sont de nouveaux nets. D'énormes fonds sont investis. Donc c'est pour vous montrer que dans la durée, ce qui est en train de naître, c'est un nouveau protocole. Un nouveau protocole qui va nous connecter pair à pair. Et non plus centralisé avec des serveurs. Un modèle serveur-client. Bon, il y a eu des antécédents comme BitTorrent, etc., mais on va beaucoup plus loin. Là, ce sont des solutions. Ici, on cherche à faire carrément un nouveau protocole qui décentralise. Et la blockchain n'est qu'une composante de cette problématique. Vous entendez parler de la blockchain, ce n'est qu'une composante. Et donc, j'avais introduit le 19 avril, après un exposé le 29 mars qu'on a placé, des introductions à ce qui se passe, et la position culturelle d'ouvrir la tokenomique en mot ouvert dans l'espace culturel,
ça c'était la conférence du 29, et le 19 avril, on avait mis sur notre roadmap pour inscrire les choses dans la durée, une première rencontre pour introduire à des ateliers gouvernance et tokenomics, cette rencontre d'aujourd'hui le 26, gamification et tokenomics, et le 3 mai, connaissance et tokenomics. Pour ceux qui sont déjà venus, j'ai montré comment le token, quels sont les actes de gouvernance associés au token, et en quoi ça change ce qu'on entend par gouvernance au sens de pouvoir, la distinction entre séparation de pouvoir et distribution de puissance. C'est moins des idées que des faits concrets liés au format de ce petit jeton qui est différent d'un cash coin. Il implique pour sa production des actes de gouvernance qui ne posent très différemment que la relation que nous avons aujourd'hui à l'État ou aux banques. Ça nous pose dans une réalité décentralisée avec ce que je vous introduirai aujourd'hui, ce qu'on appelle aussi, pour ceux qui sont dans les mouvances, la liquid démocratie, la liquidité démocratique. J'y reviendrai. Et on avait placé aussi le problème de la loi, donc pour le but qui est le législateur, l'État. Il ne s'agit pas de faire moins d'État ou plus d'État, il s'agit de transitionner avec l'État, avec la nouvelle opportunité offerte. Et donc il y a un besoin légal, nouveau. Et donc j'avais pointé la fois passée le changement de paradigme qu'il y a entre un code, utiliser le code de programmation comme principe de codification. Ça efface le problème, ça déplace le problème de la jurisprudence. Ça ne veut pas dire que ça va remplacer la loi écrite, mais c'est une extension de moyens, dans nos outils de codification. Donc ce n'est pas un remplacement, il ne faut pas faire des combats où il n'y en a pas. C'est une extension de moyens dans nos outils de codification. Et c'est ça qui va changer profondément la civilisation. C'est qu'on passe d'une civilisation qui était basée sur l'écriture, comme on est passé d'une civilisation orale à une civilisation écrite, nous sommes en train de basculer dans une civilisation où la codification par programmation aura un poids de plus en plus important sur la codification par l'écriture. On n'a pas cessé d'avoir une culture orale parce qu'on écrit, comme on ne cessera pas d'avoir une culture écrite parce qu'on aura du code. Mais on bascule quand même dans des extensions considérables de moyens qui changent nos moyens de produire, comme le disait Tim Berners-Lee déjà en 98, ça va changer nos moyens de produire, les moyens d'associer, c'est un changement complet de civilisation. Un peu comme vous pouvez vous imaginer, vivre en gaulois sans écriture et vivre après le monde latin, la paix gallo-romaine, et avoir tout, à travers la christianisation, toute l'éducation et initiation à l'écriture. Donc c'est un changement aussi fort. Donc le code occupera une place de plus en plus importante dans l'utilisation, non pour que chacun deviendra développeur. Tout le monde apprend à écrire et à lire. Ce n'est pas pour ça qu'on devient mathématicien ou écrivain. Mais le code, en faire un apprentissage fondamental, est indispensable à imaginer le futur. Sinon, on n'a pas les catégories mentales pour penser les possibles. Le registre conceptuel des tokens, tout ça sont des objets digitaux dont il est difficile aujourd'hui pour quelqu'un qui n'a pas été éduqué au code, comme la plupart. Je suis moi-même venu très tard au code, puisqu'à mon époque, ça existait à peine au niveau universitaire. C'est tout un apprentissage, une autre façon de penser. Une autre façon de penser que celle par l'image. Le code, on écrit pour exécuter. On codifie pour exécuter, tandis que quand j'écris pour formuler. Donc, je codifie pour faire, je codifie pour dire. Ce sont deux mondes différents. Le faire, il est exposé à la durée. Le dire, je formule, je veux de l'image. Donc, c'est deux réalités fondamentales différentes. Et c'est ça qu'on va un peu mettre en jeu aujourd'hui dans gamification. Je vais reprendre le token, car tous les changements ne sont pas des changements idéologiques qu'on discutera en sociologue. Les changements, ils sont concrets. Ils sont liés aux positions que nous donne le nouvel outil. Donc c'est l'outil qui nous positionne. Ce n'est pas une prise de position politique ou idéologique. C'est que pour se servir de l'outil, si je prends un marteau, je dois être du bon côté du manche. Donc je dois avoir une position par rapport au marteau. C'est la même chose. Si j'ai un token, je dois prendre une position par rapport à ce token. Si je veux être en usage de token. Alors il faut voir les avantages et les désavantages. Il y a un temps pour la réflexion aussi. Il ne s'agit pas que de fabriquer. Donc voilà, donc je remercie le Mondanéum d'installer un événementiel dans la durée. La fabrique est très importante, puisque ces temps de parole, je dis, ce ne sont pas des conférences, ce sont des invitations à fabriquer. Sinon, ce sera un sujet conférence. On aurait pu parler des data,
que sais-je, moi, d'actualité maintenant, les fake news, etc. Bon, il y a des temps d'actualité et des temps d'information importants que un centre culturel peut s'associer, mais ici on se place un peu différemment. On est dans une invitation à la fabrique. Donc il y a déjà plusieurs ateliers ouverts, donc il est probable qu'ici ou ailleurs, que je reviendrai avec des objets fabriqués. Suite à ces rencontres, des gens déjà s'associent, des objets de loi, des tokens, différentes choses, les objets fabriqués. Donc Transculture va déjà s'associer à l'initiative et nous allons dans le champ de la connaissance, surtout pour la prochaine conférence, fabriquer un objet qui vous montre, pour vous faire entrer dans la différence qu'il y a dans le code, vous faire une addition sans rien connaître à la quantité. Nous allons rentrer aujourd'hui dans le jeu, et le jeu c'est ça, c'est un oubli ontologique. Hein, vous pouvez additionner sans rien connaître à la quantité, c'est ce qu'on appelle gamifier. Vous pourriez additionner avec vos oreilles, sans avoir aucune intelligibilité de la quantité. Et donc, avec Transculture, qui s'occupe de réalité transversale, on va construire ça. On va construire de l'addition par musique, de l'addition par le visuel, et de l'addition normale. Donc on va changer un 1 plus 1 égale 2 en des intelligibilités sensibles, et pas des intelligibilités de la quantité. Donc, et c'est à ça que je vous invite aussi dans la gamification. Dans la gamification, c'est quoi le jeu? C'est pas se divertir, je fais allusion au Monopoly, c'est pas se divertir, l'enfant joue, il construit son corps. Donc jouer ne pose pas de questions. Nous jouons quand la vie coule de source. L'enfant il se lève, il pense à jouer, il n'y a pas de question là-dessus. Donc avec le jeu, nous disposons de la créativité de chaque instant. C'est important de sentir cela. Donc le jeu, jouer la tokenisation, c'est fabriquer le possible, hein, c'est l'investir, l'explorer, le fabriquer. Ce qui est différent qu'un Monopoly. Un Monopoly, bon, vous achetez vos terrains, etc. Vous recevez déjà les catégories. La catégorie argent, la catégorie terrain, la catégorie maison, la case prison. Bon, on vous donne déjà un univers que vous connaissez, mis en scène symboliquement dans le jeu. Ici, on ira un pas plus loin dans le jeu. Jouer, c'est mieux que rêver d'ailleurs, ou même rêver d'un autre monde. Jouer, c'est la gratuité d'instancier en compagnon du monde. Un enfant joue, il crée le monde, il crée son monde. Tout le monde se souvient d'avoir peut-être retourné dans le jardin de son enfance où on créait le monde. Il apparaît toujours beaucoup plus petit que comme on le voyait quand on était enfant. Mais c'est quand même dans cet instant-là que vous fabriquez votre univers, que vous fabriquez votre possible. Mathématicien, c'est ça. Hein. Je suis mathématicien, qu'est-ce que je fais? Je joue. Je ne cherche pas de la vérité. Je n'y crois pas en mathématiques. Beaucoup de mathématiciens ne croient pas à la vérité. On ne démontre pas, on joue. On étend le possible en jouant. C'est comme au XIXe siècle, on fait les géométries non euclidiennes. Les gens qui pensent vérité disent « à quoi bon, ça n'existe pas ?» Le mathématicien, il joue. Il se crée de géométrie. Il étend son imaginaire géométrique. Est-ce qu'il en pense à l'utilité? Quand vous demandez à un mathématicien « mais enfin, à quoi ça sert ça ?» Il sourit, comme si jouer ne suffisait pas. C'est impensable de penser l'utilité pour quelqu'un qui joue aux mathématiques. L'utilité, c'est dérisoire, ça n'a aucun sens. C'est comme l'enfant qui joue. Je crée le monde, il n'y a pas de raison d'y trouver une utilité. Donc ça, il faut bien garder ça au cœur de soi, puisque quand on cesse de jouer, cesser de jouer, c'est fermer la porte d'un possible ouvert. Donc il faut rester un enfant, c'est fondamental. Donc jouer la tokenomics, ce n'est pas un effort pédagogique pour comprendre. Demain, la gamification fera partie de notre société, bien plus fort que la rationalité. Je rencontrais un chercheur au Danemark il y a 2 ans qui s'occupe de la tendance de la gamification dans les sociétés. Pas seulement le Sayers Game, mais comment on apprend en jouant, mais comment on crée de la réalité en jouant. Comment on déplace son imaginaire en jouant. Comment on s'ouvre des possibles. Là, il y a une grande tendance, ici je parle de la tendance Internet peer-to-peer, mais c'est aussi une grande tendance, c'est de plus en plus présent, on parle parfois du serious game, mais le problème n'est pas le mot sérieux, c'est surtout l'instanciation de possibles par le jeu. J'avais donné la fois passée au premier rendez-vous quelques exemples, si tu as une question, il y avait un problème moléculaire qui résistait depuis 30 ans aux ordinateurs et à l'intelligence rationnelle savante. Il s'agissait de trouver une bonne géométrie pour une protéine, et l'ordre dans lequel on construit la protéine lui fait adopter une certaine géométrie. On n'arrivait pas à reconstruire trouver le bon ordre pour construire la protéine qui avait un effet thérapeutique. On gamifie.
Donc on sort le problème du champ de la chimie, de la géométrie, de l'adoption de la configuration. On en fait un jeu, genre Tetris, et on met le jeu au public. Un adolescent de 16 ans trouve la solution au jeu qui donnait alors, par correspondance, la séquence correcte pour que la protéine adopte la bonne géométrie. C'est pour vous montrer la puissance ludique face même à un effort rationnel de 30 ans des savants et des ordinateurs. La puissance ludique a dépassé cela. C'est un très bel exemple que je tiens de cette personne que j'ai rencontrée qui s'occupe de la gamification. Alors c'est ça, c'est dans cette gamification que je vous propose d'entrer. Ici, on va encore faire un serious game en quelque sorte. Et imaginez un plateau, on se met un peu en situation. Imaginons un plateau tactile, une tablette ou quoi, des smartphones. Et on est d'abord dans un théâtre local, la maison, mais smartphone et plateau peuvent être connectés. Donc aujourd'hui, vous pouvez très bien imaginer un jeu dont la partie se fait aussi bien à la maison, sans pour autant perdre la connexion, une connexion internationale. Ça c'est aussi toute la puissance pour créer du ludique et un imaginaire collectif de l'économie. C'est que ces plateaux, ces objets peuvent être connectés mondialement. Et donc vous pouvez jouer une partie collectivement, mondialement. Ça c'est une puissance importante. Alors qu'est-ce que nous allons... Je ne vais pas mettre ici en scène un jeu déjà réalisé, avec une scénographie, etc. C'est un énorme travail. Mais il est important de comprendre qu'est-ce que je peux jouer à l'endroit du token, et c'est une façon de l'apprendre. Comme je vous avais parlé de la gouvernance autour du token, ça va être la même chose. C'était une gouvernance qui allait du bas vers le haut, bottom-up comme on dit, et je ne venais pas avec des idées idéologiques de gouvernance, je regardais tous les actes qu'il faut poser autour du token. Et comment je vais administrer les permissions, les rôles autour de ces actes. Donc ici, ça va être la même chose. On va regarder, qu'est-ce qui se passe autour du token si je veux le mettre en place. Et donc, je vais jouer ici avec vous ce que j'appelle la liquidité associative, ce que je vais appeler du marché coopératif, qui n'est pas toujours clair pour les personnes, mais le fait de la mettre en scène dans un exemple va permettre de comprendre la différence entre une liquidité marchande sur un coin, sur un jeton cash comme nos monnaies, et une liquidité associative qui est donnée par le token, ce que ne vous donne pas une monnaie cash. Alors entrons dans le jeu. Je vais mettre un petit peu en scène le jeu ici, et reprenons notre tablette et notre smartphone où on va poser un peu de décor pour le jeu. Donc posons des actions, on va pouvoir faire des actions. J'ai mis rapidement une lettre pour chaque action, mais je vais les détailler en cours de jeu. Et ici, une petite entrée pour les rôles, car c'est très important. Quel rôle va prendre le joueur? Donc, dans tout jeu, il y a des rôles à prendre dans tout jeu, donc on va symboliser ici le petit cercle pour les rôles. Et faisons entrer un joueur. Je fais entrer un joueur dans le jeu, et voilà que ce joueur dit, dans ce jeu qui n'est pas le Monopoly, mais qui est la liberté associative, tiens, il va publier, et il rentre dans le rôle de la personne qui va publier. Et bon, qu'est-ce qu'il veut publier? Il va vouloir publier un service qu'il aimerait bien voir réalisé. Donc, on n'achète pas une maison ici, on est dans une vie associative. Donc, il est identifié, il transitionne dans le rôle, il est identifié comme un joueur local, c'est-à-dire un joueur autour de la table, parce que le jeu pourrait être ouvert sur d'autres acteurs, et ça lui donne pour l'instant, il va faire une publication locale. Donc ça lui donne un univers de visibilité. Donc sur la tablette, si j'ai pris ici la couleur brune, ça symbolise la table de jeu. Donc il va pouvoir dire quelque chose aux autres joueurs. Il aurait pu dire là quelque chose à tous ses amis sur Facebook. Non, aux joueurs autour de la table. Donc cette notion de visibilité est très importante. Aujourd'hui, nous avons un marché public et privé, nous avons deux catégories. Dans le net, vous avez de multiples transitions entre public et privé. Des multiples cercles d'extension entre la sphère, la maison, les joueurs autour de la table et le monde. Eh bien, tout ça se configure géométriquement différemment. Donc, c'est très différent d'un monde, comme nous avons institué par l'écriture le privé et le public. Nous avons là toute une facette multicouche de l'espace public-privé. Il y a une transition continue entre espace public et privé. Alors, ce joueur, qu'est-ce qu'il dit, par exemple? Imaginons, mettons-nous en situation réelle, et il veut
Pour promouvoir les semences paysannes, aujourd'hui, justement, il y a Monsanto, les herbicides. Avec les herbicides vont les semences industrielles. Et donc, il y a maintenant, en général, il y avait une interdiction aux gens de produire leurs propres semences, à part si c'est pour vous personnellement, mais en tout cas, faire marcher de vos propres semences, c'était une interdiction. Je crois que ça va être soulevé, cette interdiction va être levée pour les productions bio. Mais donc, l'idée de faire découvrir c'est la souveraineté, il y va de la souveraineté alimentaire, donc la personne veut faire un service qu'elle appelle, que j'ai appelé Food Sovereignty as a Saver, hein, c'est un clin d'œil, hein, on dit aujourd'hui software comme service, ou donc as a service, platform as a service, infrastructure as a service, c'est un terme marketing, donc ici je dirais souveraineté alimentaire comme une saveur. Alors ça c'est une autre façon de goûter la vie aussi. Hein, c'est pas seulement goûter à la qualité des semences paysannes, mais c'est aussi regoûter à la souveraineté de pouvoir choisir ce qu'on cultive, sans modèle économique industriel de grande masse. Donc, la personne décide, pour promouvoir ça, je vais faire des tables d'hôtes pour sensibiliser les personnes et pour découvrir les saveurs, hein, donc un moment récréatif de ces semences paysannes. Alors, elle publie ça, donc clique, elle publie, sur le jeu, voilà, elle publie, et le jeu, c'est un tableau dynamique, j'ai une tablette, c'est pas comme un tableau carton où tout est dessiné, ça a aussi cet aspect dynamique. Sur le tableau carton du Monopoly, tout est dessiné, donc on m'a fait un cadre. La dynamique sur un web, c'est plutôt comme un mandala, c'est un foyer ouvert en développement, pas un cadre où je dois jouer. C'est très important comme symbolique. Et donc, qu'est-ce que la personne a fait? Regardez les flèches pour ceux qui sont venus la fois passée. Eh bien, elle a publié un service et elle a déjà été fournisseur pour ce service puisque c'est elle qui a fait la publication. Donc, elle est venue remplir le rôle de publieur pour ce service qui est dans l'espace commun. Alors là, bon, c'est une première étape assez importante. Et donc, elle ne fait pas ça de l'espace commun, qui est encore assez réduit, puisque c'est les joueurs autour de la table. Mais c'est un espace commun. Elle n'a pas montré son idée au grand public. C'est très important aussi, tous ces aspects-là. Quand vous faites une société, vous n'allez peut-être pas mettre sur Facebook votre dernière idée, vous dire on va me la prendre et c'est terminé. Donc vous n'allez pas le faire. Ça, c'est logique. Donc, prudemment, c'est mis pour les proches autour de la table, et un token est émis. Ah oui. À quoi va servir ce token? Ben, ce token va aller dans le portefeuille du joueur. Un premier jeton. Voilà, en Monopoly, on vous donne des billets. Ici, on vous donne des jetons. Et le joueur a un jeton. À quoi sert ce jeton? Ben justement, à tracer ce qui a été fait. Ce qui permet d'avoir de la confiance. Ce traçage, quand vous êtes sur la blockchain ou un peer-to-peer net, il est fait par un protocole. Vous n'avez pas à aller chercher une banque ou un État comme tiers de confiance. C'est le protocole qui va jouer ce rôle. Ça demande certaines qualités à ce protocole que l'État pourrait même vérifier, mais on peut mettre en espace tiers un protocole. C'est ça la nouveauté dans la blockchain. C'est pour ça qu'on appelle ça aussi la trust machine, la machine de confiance. Ce qui n'exclut plus un tiers même pour vérifier si cette machine n'est pas corrompue ou quoi. Mais en tout cas, vous avez là une instance partagée qui peut croire, les gens dans l'eau de la pièce de protocole, et voilà, je suis connecté. Et mes jetons, il n'y a personne qui peut me contredire. Donc on sait que le joueur, là, même si elle s'ouvre au monde, ce joueur-là, il a fait ça. C'est incontestable, c'est comme un acte notarié. Donc très important pour établir la confiance. C'est là que c'est la première idée derrière les blockchains. Donc évidemment, le joueur pose sa pièce là et automatiquement, il y a un petit software qui a mis la petite flèche, qui a étendu le tableau. Une intelligence du regard qu'on met dans le software. Il ne va pas faire que ça. Parce que si vous voulez publier un service et le réaliser, ben, il faut bien d'autres services que le publier. Jusque-là, je n'ai pas fait grand-chose. J'ai juste émis mon idée. J'aimerais bien faire des tables d'hôtes pour promouvoir les semences paysannes. Donc, c'est automatiquement ajouté, mais si vous avez de l'intelligence, et c'est ça que je discutais avec une personne ici avant, comment se servir de la puissance de calcul? Je n'aime pas le mot intelligence artificielle, car c'est abusif en terminologie, mais disons la puissance de calcul. Eh bien, automatiquement, on peut ajouter
tous les services nécessaires, génériques, qui ne sont pas liés au fait que ça soit des semences paysannes, pour publier un service. Ben, il faudra faire des invitations, il faudra associer d'autres expertises, il faudra tokeniser, il faudra écrire du contrat. Tout ça est à faire si vous faites une entreprise. Eh bien, tous ces actes peuvent être systémiques. Donc, vous allez réduire considérablement le poids d'une aventure solitaire en entrepreneur. Vous avez déposé votre offre de faire ce service-là, automatiquement, tous les services génériques associés à mettre en œuvre une offre, pas en indépendant, où je dis je vais aller faire, je ne sais pas, un dépannage de plomberie, vous êtes le seul à aller le faire. Ici, la dame, elle propose ce service, elle n'est pas fermière, elle ne sait peut-être pas faire de marketing, il lui manque pratiquement 99% des expertises pour réaliser son projet. Ce qui est généralement le cas. Ici, je vous parle de tokenomics, je vous invite à des ateliers, il me manque 99,9% des expertises pour réaliser ce dont je vous parle. Donc, je dois aller fédérer les expertises, c'est pour ça que je suis ici. Fédérer les expertises. Donc, évidemment, sans outils pour l'instant, hein, avec un bâton et sans outils. Mais si l'outil est réalisé, ce que je fais aujourd'hui devrait être liquide. Liquide. Ce que je fais aujourd'hui dans cette salle devrait être liquide. C'est ça la liquidité associative. Comment? Avec des outils comme je vous les mets en scène ici dans le jeu. Donc, introduisons un second joueur dans ce jeu. Voilà, il y a un petit garçon, et faisons une autre action. Le joueur, il approche, ah ben moi je vais inviter mes amis pour se joindre à l'initiative. Donc lui, il va faire une action, donc il rentre dans le rôle d'invitation, il est identifié comme local autour de la table, et le rôle lui donne des permissions. On change de visibilité, on n'est plus sur la table, j'ai la granularité, vous voyez, je l'ai allégée, c'est pour montrer que maintenant l'espace public s'est agrandi. On est dans le réseau des amis, et pas des joueurs autour de la table. Donc ce garçon, il va envoyer son invitation, bon voilà, il va écrire un petit texte, ça passe sur son smartphone, il écrit un petit texte, il l'envoie à ses amis, et voilà, et il envoie l'invitation. Ce faisant, vous voyez la récurrence du pattern, ce faisant, eh bien, il est en train de fournir un service d'invitation pour le projet des semences paysannes, de la table d'hôte pour les semences paysannes. Et donc, de nouveau, il va avoir un token émis et cette trace de son travail sera dans son roulis électronique, il reçoit un token. Ce token est juste une trace. Pour l'instant, combien ça vaut, on ne sait pas. C'est juste un enregistrement que la tâche est faite et ne peut pas lui être contestée. Ce qui est pas mal. Ce qui est pas mal. Pour l'instant, on n'est pas dans ce contexte-là. Donc si vous ouvrez sur l'espace public, il n'y a aucune trace. Il n'y a aucune trace de... Votre trace digitale, elle est perdue et abandonnée à tous. Hein, c'est ça l'importance. Vous voyez, j'avais insisté, il n'y a pas d'économie tokenisée sans la gouvernance de sa trace digitale. C'est même pas de la donnée, on fait parfois la distinction data, metadata, et on met de la protection sur les données. Mais quand vous accédez aux données, c'est à un endroit, un temps, avec un parcours. Ça, on généralement range dans les métadatas. Mais vous pouvez complètement oublier même ces deux catégories. Il s'agit de la trace digitale au complet. Garder la gouvernance de sa trace digitale sans introduction sémantique, data, métadata. De toute façon, elles vont évoluer. Hein. Je veux dire, séparation entre data et métadata est une grille conceptuelle qui, lorsque vous composez dynamiquement des services, est un peu fragile. Qu'est-ce qui fait metadata, qu'est-ce qui fait data? C'est très fragile comme séparation. Donc, ici, voilà notre joueur. Vous voyez la récurrence. Cette récurrence, c'est grâce à cette récurrence aussi que vous pouvez penser avoir une économie tokenisée. Vous pouvez mettre en place tous les templates nécessaires à ce processus. Ici, on le joue, mais dites-vous bien que la mise en place d'un jeu pour la tokenomics ou le code pour l'économie réelle tokenisée, c'est le même. Vous pouvez le pousser jusqu'à une réalité virtuelle identique. C'est comme ça que vous pouvez jouer l'économie réelle dans le jeu. Vous pouvez avoir un univers ludique, imaginaire ludique, et l'économie réelle. J'y reviendrai là-dessus plus tard. C'est bien pour ça que je mettais dans le slogan ne vous laissez pas sonder par les marketeurs, devancez les marketeurs. Comment vous devancez les marketeurs? En jouant le possible économique. C'est très important. Il faut bien conscientiser la place du jeu qu'on voit statistiquement en grande évolution dans nos sociétés numériques.
l'importance du jeu pour la fabrique du futur. Remarquez d'ailleurs qu'en général, c'est tous les informaticiens, les gens dans le jeu qui ont ouvert des nouveaux possibles sociétaux. Ils ont les mains dans le code et se travaillent sans cesse de l'imaginaire du jeu au travail. Qui a inventé les wikis, etc. Il y a une dimension ludique dans le wiki. Donc, je veux dire, cette dimension ludique associée à la pratique du code, ben, c'est elle qui a ouvert toutes nos voies sociétales aujourd'hui. De nouvelles voies sociétales. C'est vraiment la locomotive innovative. Donc, c'est intéressant que, collectivement, au lieu de jouer au Monopoly, peut-être dans 30 ans, on jouera des parties de Monopoly de token qui auront une dimension bien plus que ludique, mais qui auront une dimension sociétale d'explorer comment peut-on s'associer, de jouer nos associations. Alors je fais rencontrer ici un nouveau joueur, puisque la personne a fait l'invitation des amis, je prends un joueur qui n'est pas autour de la table, un joueur justement qui a un chef, très utile, il dit ça m'intéresse, il est peut-être intéressé aussi au... Et voilà le joueur qui rentre, et il rentre en rôle d'associateur, comme il a un peu de métier, il voit les services nécessaires, et il va ajouter, c'est pour ça qu'il a... voilà, on rentre en plein dans l'association dynamique ici, il ne va pas encore le faire, il faut designer, il faut modéliser l'association. C'est un énorme travail, de modéliser une association. Donc, il dit il faut au moins un service pour chef, il faut des gens qui fournissent l'endroit pour la table d'hôte, et il faut bien sûr des fournisseurs de nourriture bio et de semences paysannes, il faut trouver des fournisseurs locaux. Donc, il complète, de son expertise de chef, il complète les services nécessaires pour délivrer ce service. Et donc, de nouveau, ayant fait cette tâche, la personne va... Un instant, j'ai été un peu vite là. Tchoup tchoup. Il fait ça. Oui. Voilà. Donc il va occuper le rôle. Voilà, j'étais un mauvais joueur, je n'ai pas. Donc il reçoit de nouveau son compte. Donc pourquoi je fais ça? C'est pour montrer la récurrence de la mécanique. À chaque fois que vous faites une action autour d'un service publié, votre action est registrée, vous recevez un token et l'association construit pas à pas. Pas à pas. C'est une construction du bas vers le haut. Il n'a pas fallu appeler un ingénieur pour se dire voilà le plan de l'usine. Non, ça se construit pas à pas, organiquement. Qu'est-ce qui vous permet de faire une construction organique et plutôt pas d'appeler l'architecte d'abord? Il y a un support de l'automation derrière qui sait déjà vous allez avoir besoin de ça et de ça. Donc ça va aider la personne à construire son association. C'est comme un wizard. Donc ça, c'est très important. Donc, faisons introduire maintenant un joueur, un robot. Ah oui, parce qu'on va arriver, maintenant il faut tokeniser ça. Tokeniser, ça veut dire quoi? On a déjà reçu un token, mais ce token, il n'a qu'un seul rôle, il n'est pas encore quantifiant, c'est de comptabiliser et reconnaître ce que vous avez fait. C'est ce qui vous permet de vous ouvrir publiquement. Sinon, je resterai avec quelques amis, j'irai déposer une licence pour protéger mes droits, etc. Donc, je rentrerai dans un tout autre processus. Regardez la grosse différence. Alors que me poser en compétiteur, avec de l'argent classique et de l'investissement, voici que je dois me poser de manière ouverte pour trouver les associés. Grâce au token. Vous voyez combien l'outil vous pose. L'outil, dans quelle disposition vous met l'outil? Donc le fait de disposer d'un token et d'un protocole tiers de confiance permet de vous ouvrir associativement et d'appeler à la fédération, ce que je n'oserais pas faire dans le monde économique aujourd'hui, je vais droit au vol de l'idée. Impensable. Il ne me restera rien dans ma poche et tout le monde aura tiré la couverture à soi. Donc ça c'est vraiment dans ce jeu. Donc j'appelle un robot, parce que tokeniser, c'est un gros travail. C'est pas quelque chose qu'on fait à la main. Vous allez comprendre pourquoi. Je vous avais montré des diagrammes la fois passée. Déjà aujourd'hui, est-ce que vous faites une addition à la main? Non, bien sûr. Mais on ne répète même pas. Si vous allez au restaurant, est-ce que le gars va réencoder les chiffres pour votre addition? Mais même pas. Il a des clés pour tout ce que vous avez commandé, et puis il tape 47 et on sort l'addition. Ici, c'est la même chose. Je ne vais pas commencer à dessiner mes tokens à la main. C'est de la folie à l'heure actuelle.
C'est de la folie. Bon, les premiers, on les fera à la main, bien sûr, mais pour des aspects ludiques. Donc, le robot, il rentre dans la partie et il va se proposer la tâche de tokeniser. Et donc, il rentre dans la partie, c'est un bot. Les bots, c'est ces softwares qui automatisent certaines actions. Et la permission qu'il a, c'est de typer les tokens. Parce que je vous dis, votre token, il est primitif. Son type, il est le type générique, la trace d'une action. C'est tout, la trace d'une action. C'est tout ce qu'il a dans le token pour l'instant. Donc, vous allez devoir faire une tâche, une tâche qui va être justement, pour tous les services qui se sont venus s'agréger ici, il va falloir donner une métrique distributive. C'est ce qu'utilise toute l'économie peer-to-peer, en fait, déjà aujourd'hui. Mais à la main, avec des feuilles Excel, ou avec un papier. Mais ici, votre robot, il n'y a pas de problème. Il peut vous générer la métrique distributive directement, nous allons voir, et donner un premier typage des tokens. C'est-à-dire, pour chaque service, calculer toutes les dépendances et typer les droits associés à cette dépendance. Alors, suivant la nature du service, si vous avez un champ, si vous avez fourni, je ne sais pas moi, une musique dans un champ, vous allez avoir des royalties. La nature du droit que vous allez obtenir pour le token dépend de la nature de la pratique. Mais tout ça est relativement formellement, on revient toujours à un même schéma, qui est de distribuer des droits au cours du temps, qui vont droit à participer à l'économie. Donc c'est un schéma de série, c'est toujours une suite de droits au cours du temps. Et donc ce robot va faire ce travail. Donc, oui, on va lui donner un token aussi. Hein. Voilà, on sait que ce robot, il a fait le travail. Et que fait-il? Allez un petit peu en détail. Alors, regardez, vous aviez, souvenez-vous, pour ceux qui étaient là, des diagrammes que j'ai mis. Je vais vous les redessiner. Vous avez ici, en service publié, les semences paysannes, les tables d'hôtes pour semences paysannes. Et vous aviez cette première personne qui avait fait un travail de publication, donc qui avait fourni. Vous avez l'enfant qui a fait un travail d'invitation pour fédérer les expertises nécessaires. Et je ne vais pas les mettre toutes ici. Mais que fait notre robot? Je vais l'appeler Toti. Pas Toto, mais Toti. Pour token typer. Donc, Toti, que va faire Toti? D'abord, il doit calculer pour chaque service, il doit vous proposer le format d'une métrique distributive. J'ai mis des valeurs ici pour l'expliquer. Mais ce que fait le robot, c'est créer le type, pas donner les valeurs. Donc, il y a un certain nombre de parts pour le service publié, et ces parts vont être distribuées sur les contributions, pas les personnes. Il y a un certain poids, ça représente un certain poids d'avoir publié, ça représente un certain poids d'avoir invité. Donc ce ne sont pas des parts propriétaires d'actions, non, c'est une distribution, c'est une pondération des contributions. Alors, quand vous avez un service et 4 contributeurs, c'est bien, mais si vous avez 200 contributeurs et 30 services, je vous dis que vous ne faites pas ça à la main, bien sûr. Mais c'est une opération systématique, algébrique systématique. Donc, ensuite, il doit donner un token, c'est quoi? Je vous ai dit, un token, c'est pas un cash coin. Ça vous donne des droits au cours du temps. Là aussi, il va devoir déployer. Imaginons que vous avez donné l'idée. Et puis, il y a les tables d'hôtes. Mais ça va peut-être vous donner pendant 10 ans, ou les 100 premières tables d'hôtes réalisées. Vous n'allez pas peut-être avoir d'autres activités que d'avoir fourni l'idée, des royalties qui vont aller décroissant, 1% sur la première table d'hôte et à la 10e, et après 10 tables d'hôte, vous avez perdu vos royalties. C'est pas à vie, bien sûr, les droits, c'est comme un chanteur, les droits s'épuisent après un certain temps. Donc ça va vous donner... Donc, quelle suite? La suite suivant la nature du service, la taille de la suite, la façon dont on va indexer le temps, c'est le robot qui va être propositionnel. C'est le robot qui vous crée le token. C'est typer le token. C'est le robot qui vous fait ça avec un format type. Bon, c'est là ma contribution technique aussi. J'ai mis en place des schémas génériques sur le plan du typage pour associer le typage des tokens au typage de l'association de services. C'est ça la nouveauté comptable aussi pour laquelle on m'a appelé, qui est le futur de la comptabilité. L'association entre le typage des tokens et le typage des associations dynamiques. C'est fondamental. Le token, il vous dit où écrire la valeur. Où écrire la valeur. Dans un formulaire, vous avez, je ne sais pas, mes revenus annuels et la valeur. Donc vous avez une correspondance 1 à 1.
C'est ce que j'ai montré la fois passée dans la conférence. Le token, c'est pas une correspondance en table. Un type d'association et une famille de tokens. Et il y a une relation stricte, formelle d'association, ça vous fait un code comptable d'un nouveau format. C'est un formulaire dynamique et non un formulaire tabulaire avec une monnaie exogène. C'est une comptabilité démonétisée de vos associations. La tokenisation, c'est une comptabilité démonétisée des associations en temps réel. C'est vers ça qu'on pointe en fait avec... on n'en est pas là, mais ça pointe vers là. Et donc, en jargon financier, on parlera de... Si on ne regarde pas l'aspect comptable, mais qu'on regarde l'aspect de circulation, on parlera de chambre de compensation distribuée. Derrière ça, il y a l'acte comptable ici. Pour avoir une chambre de compensation distribuée, il faut avoir techniquement clarifié cet acte comptable. Sinon, vous ne pourriez pas l'avoir. Alors, réintroduisons un nouveau joueur dans le jeu. On a fini, le robot nous fournit un formulaire, mais ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas, parce qu'il va falloir contracter. Exemple, quelqu'un fournit la table d'hôte, quelqu'un fournit ses disponibilités pour chef. Il faut quand même dire, est-ce que je peux me retirer la veille de l'événement? Non, ça c'est pas dans le token, bien sûr. Donc c'est comme vous louez, vous allez convenir c'est un bail de, je ne sais pas, d'un an, donc là vous avez la bonne structure, un an, paiement par mois, etc. Donc on a la structure dans le temps, mais après il y a tous les articles qui disent l'entretien c'est pour vous, si vous voulez partir, il faut le dire 3 mois à l'avance, etc. Donc derrière toute association, même entre associés, si on fait une entreprise, il y a la convention d'actionnaire, est-ce que je peux revendre ou pas, quand je peux revendre, quelle est la procédure de décision si quelqu'un veut libérer ses parts. Donc il y a un aspect contractuel associé à l'aspect quantitatif. Donc la tokenisation, elle vous donne le où écrire, donc elle commence à construire le formulaire, mais il va falloir ajouter du texte. Il va falloir ajouter le texte contractuel, à quoi on est tenu. Donc là aussi, bon, il faut bien dire, vous voyez, tout ça, toute entreprise doit le faire. Si je vends sur le web, je dois avoir un contrat, j'ai une policy, je dois publier tout ça. Tout ça, toute entreprise doit passer par tout ça. Donc vous imaginez la diminution de travail lorsque vous aurez un template et dit tiens, ici on fait ça à Mons par exemple pour les semences locales, mais à Liège ou même aux États-Unis, quelqu'un veut aussi faire une table d'hôte pour les semences locales. Et il peut copier-coller le template. L'expérience d'associatif de nombreuses personnes deviendront un template sur l'étagère. Vous allez diviser par 10 le coût de construire quelque chose. Pour l'instant, on a des incubateurs et on accompagne un start-upper. Il faut grimper la montagne. Après, on applaudit s'il a réussi. Le but de la tokenomics, c'est d'abattre la montagne. C'est comme ça que vous arrivez à de la liquidité associative. Donc, ce n'est pas de monter sur les sommets en entrepreneur et en capitaine d'entreprise. Non, c'est de mettre à plat le terrain associatif. C'est comme ça que vous arrivez à de la liquidité associative. Alors la personne donc, va entrer prend le rôle, elle rentre dans l'espace des amis, elle a la permission on lui donne la permission de contracter, et elle va devoir faire quoi? Je vous ai illustré c'est quoi? Elle doit écrire des contrats. Et là aussi, vous allez avoir des contrats en modules. Par exemple, si moi je loue aujourd'hui une maison, qu'est-ce que je fais? J'écris le contrat moi-même. Non, je vais à l'office des propriétaires, je donne note à contrat. C'est la même chose ici. Donc la personne qui va écrire des contrats, plus vous allez avoir de l'activité tokenisée, non seulement vous allez avoir des contrats assemblés pour une organisation, mais vous allez avoir plein de contrats modulaires sur l'étagère pour construire. Vous n'allez pas commencer à réinventer la roue tout le temps. Donc contracter, c'est ça aussi le smart contract que vous avez vu dans Ethereum techniquement, il n'y a pas que l'aspect quantitatif dans le smart contract, il y a l'aspect contractuel. Ces contrats seront le plus souvent codifiés aussi par programmation pour leurs exécutions automatiques. Imaginons le gars ne s'est pas présenté, il avait dit qu'il était chef à l'autre, il n'est pas là, automatiquement les conséquences, il y aura certaines conséquences automatiquement calculées. Remplacement, indemnité, selon ce que le contrat a prévu.
Donc ça, c'est une dimension très importante de facilitation de l'association. Alors bon, dans le contrat, il faut aller un pas plus loin. Si le robot vous met des valeurs, vous dit où écrire, ben, il faut encore dire, comme les actionnaires sont là, il faut encore dire dans le distributive matrix comment on va distribuer. Et là, il y a un effet de marché. Vous pouvez publier des accords. Si l'accord est déséquilibré, vous n'allez pas créer votre association. Si quelqu'un, pour une propriété intellectuelle, veut prendre 90% des parts, il trouvera peu d'investisseurs pour garder le 10%. Donc il y a à la fois un effet de bon sens, un effet de marché, un effet entre les participants de décider des valeurs et un effet de marché. Donc c'est pour ça qu'on est toujours dans le registre du marché, pas au sens marchand, puisqu'on est dans l'associatif, mais il y a bien sûr un aspect de consensus à atteindre. Et plus il y a la liquidité associative, plus le consensus devrait être équitable. Si les consensus ne sont pas équitables aujourd'hui, c'est par un manque de liquidité. Il y a un manque de liquidité, donc vous n'avez pas accès facilement à l'association, donc vous devez bien prendre les contrats qui vous sont offerts. Oui, ça c'est. Donc la circulation amener davantage de liquidité associative dans un marché, c'est tenter plus d'équité. Et disons l'idéal, c'est d'arriver à rentrer dans le marché à prix zéro. Que le marché du contrat ne soit pas verrouillé par des coûts excessifs, que l'association ne soit pas verrouillée par une juridiction qui empêche les associations, etc. Parce qu'il y a une grande protection aussi, une grande protection souvent justifiée, mais parfois malencontreusement justifiée. Alors faisons encore entrer un acteur, supplémentaire. On a notre organisation grandit, il y a des gens qui sont occupés de tokeniser. Regardez aussi, on change. Je vous dis, mais comment vais-je faire tout ça? Souvent, on me pose cette question. Comprenez que fédérer les expertises, comme je le disais, c'est un problème ni un monstre. Qui va tokeniser le robot? D'où il vient? Qui aura fait le robot? Qui va écrire les contrats? Un voisin montois? Peut-être pas. C'est pas nécessaire. Vous pouvez aller le chercher où vous voulez. Donc l'économie tokenisée est une économie qui n'a pas pour première frontière le territoire. Pourtant, on fait une table d'hôte locale pour les semences locales. On est quand même dans une économie qui privilégie, l'exemple que je vous ai pris, c'est une économie locale, mais connectée au global, par l'outil qui peut être mutualisé, l'outil de jeu ici, qui peut être mutualisé. Qui fera le software d'un jeu comme ça? Peut-être un Polonais, ou un Américain, ou un Indien, ou un Mexicain, ça n'a pas d'importance. Ça n'a pas d'importance en fait, là, fondamentalement. Donc ici, je vais reprendre le rôle d'organisation. Pour l'instant, on s'est assemblé, on a des pièces de puzzle, mais pour que ça fonctionne, il faut rentrer dans le temps, justement. Pour l'instant, on est encore dans une vue, une mise en image. Mais cette organisation sera effective quand elle sera un service qui s'étale dans la durée. C'est ça la réalité, s'inscrire dans la durée. Des images, ici on s'aide à composer l'organisation par des contributions diverses. Mais le moment organisateur, clé, c'est quand on va pouvoir étaler ça dans la durée. Et ça, je dirais, c'est un rôle très important. C'est le setup, l'installation de l'organisation dans la durée. Donc ça va se faire par une roadmap. Comment on va déployer les tâches nécessaires pour arriver en position de délivrer un service. Comment donc je vais arriver avec mon usine sur pied qui est capable d'organiser un événementiel, ma factory capable d'organiser un événementiel, d'aller trouver les fournisseurs, d'aller trouver quelqu'un pour la table d'hôte, d'aller trouver un chef, d'envoyer les invitations, de faire toutes ces tâches élémentaires autour de l'organisation. Qui sont assez élémentaires, mais ça découragerait plus d'un d'entamer cet effort, il faut bien l'avouer. Donc, d'inscrire ces premières pièces de puzzle dans la durée, c'est un travail organisationnel. Bien sûr, la personne qui ferait ça, elle est aidée des tâches précédentes, d'avoir déjà des contrats tokenisés. Il n'y a plus qu'à mettre un travail plus. Là aussi, toutes ces tâches ont souvent un caractère commun indépendamment de ce qu'on pratique. On est habitué en informatique à travailler comme ça. On a des wizards pour des cas génériques, pour les données, peu importe ce que vous travaillez comme données, pour des organisations, pour de la gestion de projet.
ben, il y a toutes sortes de catégories pour la gestion de projet dont on ne s'occupe pas de la nature du projet. C'est toujours le même outillage qui vient, le même outillage conceptuel d'organisation qui vient. Donc voilà, ça, la personne fait aussi un rôle, donc elle a un token, c'est systématique, elle a fait la roadmap, on a fait un pas de plus, et est-ce qu'on est déjà prêt? Pas vraiment. Qu'est-ce qui nous manque en fait? On pourrait demander à la personne, en fait, de jouer un second rôle. Parce que maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé qu'on a une roadmap de déploiement. Il y avait le tokenizer qui a travaillé, le contrat qui a travaillé, on a mis tout ça sur une roadmap. Donc mon token, est prêt. Contractuellement, c'est qui a droit à quoi, quand? Suivant les scénarios, puisqu'on a étalé ça dans une roadmap. Sinon, avant, tant qu'on ne suit pas dans une roadmap, mes droits ne sont pas encore bien définis. Il faut encore, même si j'ai mis des suites temporelles et tout, il faut encore l'incarner dans un calendrier réel. Donc, c'est la tâche qu'a faite la dame est là. Donc, je me retrouve cette fois-ci. Les tokens qui étaient que des traces de ce que j'ai fait, maintenant, ils sont des tokens avec des vrais droits si on se lance dans l'aventure. Ils sont des tokens avec des vrais droits. Et ces tokens-là, bien sûr, ils vont... donc, si on rentre dans l'accord, donc il faut registrer l'accord. Là, c'est une étape fondamentale. Il faut registrer l'accord entre les participants. Donc, ici, j'ai repris la même dame. Elle va jouer le rôle de registration de l'organisation. Registration de l'organisation, donc elle est en coopérateur. Est-ce que ça va faire le chef? Non, c'est comme un notaire. Hein. Vous enregistrez votre maison chez le notaire, c'est pas pour ça qu'il devient le chef de votre maison. Toutes ces tâches sont côte à côte. Pourquoi? Parce que l'organisation est dans le commons. Toutes ces tâches sont faites dans le public. Elles ne sont pas faites en privé. Est-ce que je dois dire le public? Vous voyez, c'est un public à géométrie variable. Donc c'est ni du public comme on le comprend aujourd'hui, ni du privé. C'est ni l'un ni l'autre. Je lui ai donné le nom de commons. On a fait, par une mise en commons à visibilité étendue, pas à pas, une association ouverte. On va la registrer comment? Mais dans une blockchain aussi, dans un tiers de confiance par le code. La même chose on a enregistré tous les jetons. Donc cette entreprise va s'enregistrer, enfin cette organisation ouverte, puisque ça, les ajouts de services et les retraits à ça, c'est tous les jours si vous voulez. On recalculera les tokens grâce au support de l'informatique. Donc la dame, elle aura un deuxième... attendez, j'étais un peu vite là. La dame, elle va faire sa requête. Elle va faire sa requête, ça veut dire quoi? En général, quand vous êtes aujourd'hui dans la tokenisation, on fait un white paper, c'est-à-dire qu'on va... Vous avez vu tous les contributeurs? Eh bien, on fait un résumé de l'équipe, de la roadmap et des tokens. Et c'est ce qu'en général, ce white paper qu'on publie avant d'aller vers une ICO, c'est généralement ce que vont analyser les juristes pour accepter ou pas l'ICO, vu que ça fait des conflits avec les émissions en bourse ou les... Donc, ce white paper, il va être une synthèse du travail ici précédé. On va l'envoyer, bien sûr, aux participants, puisque tous les gens qui ont contribué à arriver à ce stade, pour accord. Donc on va envoyer, et bon, le travail est fait, la dame reçoit un deuxième token, c'est ce que je vous ai montré tout à l'heure en me précipitant un peu, et voilà, nous avons une demande de registration. Et qu'est-ce qui se passe? Donc, vous voyez, tous les gens, vous voyez, ici je ne les ai pas mis tous, mais voici quelques-uns des portefeuilles qui se sont vus arrogés pour avoir contribué à cette construction dynamique d'une organisation en commons, eh bien, ils vont recevoir une requête. Alors là, c'est là où on rentre dans l'intelligence, dans la gouvernance collective, la liquid démocratie. Il faut décider si on l'accepte. Ne croyez pas que le seul modèle, c'est de voter et qu'à l'unanimité. Il y a plein de modèles déjà en cours, j'en ai illustré la fois passée. Je ne l'ai pas mis ici en jeu, je vais donner juste un fragment ici, surtout de la liquidité associative, mais admettons que par un processus décisionnel, qui laisse la liberté aussi d'inventer les procédures par lesquelles on rentre dans un consensus.
Donc là, il y a pensez que le vote, il y a des tirages au sort associés à des votes, il y a l'automation. Là, il y a toute une aventure aujourd'hui qui se fait au niveau d'expérimenter sociétalement ce qui marche. C'est ça l'intérêt du jeu aussi. C'est qu'on pourra jouer à ça. On pourra jouer, c'est ça le caractère amusant, en réel, avec des joueurs, les mauvais joueurs, les bons joueurs, les hackers, ceux qui veulent faire pourrir le jeu ou pas, comme sur un wiki. Donc, quand on a fait le wiki, on s'est dit oui, mais le vandalisme va dominer. Et on voit non, que la réparation va plus vite que le vandalisme. Donc qu'est-ce qui se passera si on s'associe comme ça? Difficile à dire, mais on peut, d'où l'avantage du jeu, on peut le jouer. On peut le jouer. Et donc ce jeu est vraiment un laboratoire créatif de dire quelle procédure. Alors vous pouvez mettre quelques pièces de mécano dans votre jeu pour laisser les gens construire du vote, du tirage au sort, quelques outils, une boîte à outils élémentaire avec laquelle on compose. Et laisser les gens jouer avec la boîte à outils. Alors ça c'est façonnant, puisqu'on va vraiment voir en temps réel, et bien sûr il y aura les vilains, les bons, il y aura toute la palette comportementale de la société dans le jeu. Donc ça vaut plus que toute enquête de marketing. C'est beaucoup plus fort que toute enquête de marketing. C'est ça qu'il faut bien comprendre aussi. Alors imaginons que c'est validé. Qu'est-ce qui va se passer si c'est validé? Ben voilà. Vous allez avoir une conversion. Les tokens que vous aviez, juste de traces de travail, vont être convertis en tokens typés, avec contrat associé. Et voilà que vous êtes prêt à lancer à l'étape suivante. Ben, ça sera d'aller peut-être vers du funding, s'il faut un fonds de départ pour commencer l'activité, etc. Mais votre organisation est sur pied. Donc ce que je vous ai illustré ici, et c'est important, donc vous allez avoir votre token qui n'était qu'une trace, devenir un token d'investissement. Ceci n'est pas de la fiction, c'est déjà comme ça que ça se passe. C'est-à-dire que quand vous faites une ICO aujourd'hui, on arrive peut-être déjà à ce stade-là, mais qu'on change votre token, c'est classique. Parce que le gars, il vous promet de réaliser un service qu'il n'a pas encore fait. Donc il a besoin de fonds, donc il émet un token surtout à des fins au départ de financement monétaire, souvent, qu'il déguise comme licence sur le logiciel qu'il va faire, etc. parfois, pour des raisons aussi légales. Mais après, il va vous changer le token contre un autre token. Quand le produit sera fait, ben, on va vous échanger le token avec le nouveau token qui va tourner dans la nouvelle technologie. Donc cette évolution, c'est cette trace permanente qui comptabilise de manière ouverte l'association. Et la conversion des types, vous ramassez un token d'un type, il est converti dans un autre type au fur et à mesure que l'association évolue. Ici, on est dans la phase création de l'organisation. Mais après, elle pourrait fourcher, s'associer à une autre, ajouter un service. Même, ce sera toujours la même chose. Ça va retyper les tokens, ça va redistribuer les tokens. Ce sera toujours cette fluidité entre les types d'associations et donc le cycle de vie de l'association ouverte des services et le cycle de vie des tokens. Et c'est ça que vous arrivez à un réseau de circulation des valeurs par tokenisation dynamique. Ça, on n'a pas encore à ça. Une entreprise fait des changements de type. Et après, on peut les vendre sur des marchés. C'est déjà très proche. Hein? Donc maintenant, on peut émettre des tokens, les changer en chemin et aller sur des marchés, les échanger avec d'autres, d'une autre entreprise. Donc ça, on fait déjà. En grand volume, à coût de milliards, on fait déjà ça. Donc pour l'instant, sur la blockchain, il y a, je pense, sur Ethereum, il y a 125 milliards de dollars pour l'instant qui tournent. Il faut dire aussi que pour l'instant, comme c'est très spéculatif, le turnover des tokens, le temps qu'il reste dans les mains d'un propriétaire est très court. Le turnover est 5 fois plus rapide que les actions d'Apple. Le taux d'échange des actions d'Apple sur les bourses est 5 fois plus lent que celui des tokens. Donc ça change de main très 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 vite. Très 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 vite. Alors ça, je vous avais dit, ici mon but, ces chiffres indiquent seulement l'investissement consenti et les efforts faits par des fonds et par des personnes sur le travail. C'est là où on voit la bulle.com, l'équivalent de la bulle.com qui est en train de grossir. On a les chiffres, les comparaisons. Les gens qui s'investissent ne sont pas idiots, hein, ils savent très bien que ça va éclater. Donc, ce n'est pas un argument. Si vous lisez Business Blockchain, fait par Mongaillard, qui est une personne qui est dans Ethereum, il dit, bon, ben ça c'est un truisme, dire que la bulle va éclater, c'est une mécanique standard dans l'investissement. Donc c'est ça qu'il est important de ne pas
tomber dans une critique, ouais, c'est une bulle. Non, il faut regarder la porte qu'elle ouvre. La porte qu'elle ouvre. C'est comme quand la bulle.com a éclaté, ça a ouvert la porte à l'Internet 2.0. Ici, ça a ouvert la porte au token 2.0, dont les gens projettent déjà à l'avenir. Hein, donc, c'est déjà au travail dans les esprits, le token 2.0. Je ne suis pas le seul à être au travail là-dessus, bien sûr. Donc, voilà. Alors, dans un jeu, il faudrait des gratifications, bien sûr. Jouer au Monopoly, ben, vous avez votre banque, chacun a ses billets au départ. Et puis, le jeu est un jeu de prédateur, hein, il faut ruiner tous les autres. Donc, c'est vraiment pas un jeu qui va promouvoir un marché coopératif. Il s'agit que tout le monde que vous ramassez tous les terrains et que vous écrasiez, vous deveniez un propriétaire dominant dans le jeu. Et ici, c'est très différent, puisque c'est très différent parce qu'on n'a pas... Il y a eu beaucoup de variantes au Monopoly pour tiers-monde, etc. Mais là, on vous invite avec une monnaie traditionnelle à jouer à contre-courant. Vous pouvez bien sûr ouvrir une non-profit. Vous pouvez bien sûr dire je vais faire une société coopérative, mais sur un marché compétitif, donc vous êtes à la marge. Ici, on est avec l'outil de quantification, le token, eh bien, vous n'êtes plus dans une injonction contradictoire. Vous pourriez dire à une entreprise, mais ne travaillez pas le secret. Ben non, c'est la valeur. Je ne vais pas ouvrir mon secret de fabrication. Je vais me suicider. Donc soyez transparent. Mais vous êtes fou, quoi. Hein, je suis transparent, je me condamne à ne plus exister. Hein, c'est un appel au suicide, demander la transparence dans le contexte économique aujourd'hui. Tandis qu'ici, par l'acte comptable, vous n'êtes plus dans une injonction contradictoire, de demander de s'ouvrir, c'est indispensable. Sinon, vous ne ferez pas votre organisation. Il faut publier le service. Si le service si vous ne gagnez pas d'associés, ben vous n'aurez pas d'émission de token. Donc vous n'aurez rien dans votre poche. Donc demandez, ouvrez votre service pour la fédération, ce n'est pas une injonction contradictoire, c'est une nécessité pour remplir votre portefeuille. Là, vous avez un incitant comptable effectif. Tandis qu'aujourd'hui, c'est une règle morale à contrario de l'incitant comptable. Alors là, j'y crois pas. Hein, la transparence dans le contexte économique actuel, je n'y crois pas. Ça n'est impensable. Hein, vous jouez dans un jeu où le secret capitalise et vous allez demander, soyez transparent. Personne ne va faire ça. Hein, c'est demander aux gens de jouer une partie perdante. Vous avez des candidats pour jouer les parties perdantes? Pas beaucoup quand même. Donc c'est ça, changer l'outil de comptable, c'est fondamental, puisque c'est pas pour des raisons, comme je l'avais souligné à la première conférence, pas pour des raisons morales. L'exigence morale doit être alignée avec l'outil. C'est l'outil qui doit créer Donc, ici, je n'appelle pas conversion des gens, ne pensez pas à votre portefeuille, si, pensez-y. S'il est bien construit, ça va demander d'être coopératif. Ça va demander d'être coopératif. Changez le portefeuille et vous serez coopératif. Ça, je l'ai réalisé en réfléchissant sur l'économie peer-to-peer, pas sur les tokens. Qu'est-ce qu'on a besoin dans une économie peer-to-peer pour que tous les services soient délivrés par des pairs et pas par des entreprises? C'est ça qui m'a donné ce concept de token. Et c'est en 2015, ça. Il a fallu 2017 pour que ce que je puisse dire aujourd'hui puisse être public. Avec le succès des ICO tokens, mon discours devient audible, sinon à l'époque c'était impossible. Et donc si vous allez dans le ranking, les scores, un jeu ça va avec des scores, et si c'est facile, nous échangeons des jetons. Donc le score est lié au token, token ça veut dire jeton, donc c'est un jeu à jetons, comme bien des jeux. Et on pourrait dire c'est celui qui a le plus de jetons dans son portefeuille. Pourquoi pas? Mais ça demanderait de l'association. Il faut avoir beaucoup de jetons dans son portefeuille. Donc le joueur qui gagne est celui qui a été capable de fédérer le plus autour de son projet. D'accord? Donc la première chose, c'est les joueurs connectés à vos propositions. Les rôles que vous jouez par rapport à un service publié. Après, vous pourrez dire des autres grandeurs pour classer les gens. Les tokens émis. Est-ce qu'on est allé au bout du processus et qu'on a des tokens typés émis? Donc, vous allez avoir un tas de réservoirs dans une économie tokenisée. Vous allez avoir un tas de réservoirs d'associations en cours, des associations déjà tokenisées. Le cycle de vie va être permanent. Donc ça, c'est assez important. Les droits associés aux tokens. La couverture dans le temps, puisque les tokens vous donnent des droits dans le temps. Est-ce que vous avez fait une association qui couvre des besoins à 10 ans, 20 ans, 30 ans? Donc l'étalement de vos contrats dans le temps est très important. C'est important pour penser à la retraite, penser à une vie, hein, quand vous faites un prêt ou quoi. Donc le droit associé à votre token et sa couverture dans le temps
est un critère fondamental pour regarder la dimension de votre initiative. Les tokens vendus, les tokens qui sont inactifs, les échanges que vous avez réussi à tokeniser, la fongibilité, puisque vous allez les échanger entre eux. Avec combien d'autres émissions de tokens vous êtes interchangeables. C'est comme ça que vous arrivez à un système de monnaie, je vais dire de tokens, définis en commons, en réseau. Donc, des analystes avaient déjà pointé ça, avant même qu'Ethereum naisse. Il y avait un analyste londonien, économiste, qui avait déjà vu que ce qui allait bousculer l'économie, il n'a pas dit token, mais Commons Defined Currencies. Je l'avais montré en 29. En 2015, il écrit un livre qui s'appelle Chiffres, je l'avais rencontré à Bruxelles. Et il dit ce qui va bouleverser le plus le monde, il analyse toutes les évolutions, Google, tous les problèmes qu'on cite ici, les plateformes à la Uber, etc. Une analyse très fouillée, c'est un économiste, un journaliste aussi, une analyse très fouillée avec chiffres et tout. Et dans sa conclusion, il dit la plus grande transformation qui va arriver, c'est certainement le système financier qui va être usurpé par des monnaies définies en commons qui vont usurper le système financier global. Donc un économiste qui a sans orientation, il travaille dans une université à Londres aussi, avec qui je suis en contact. Voilà, donc la gratification dans le jeu, c'est aussi un champ, si on se met à créer du jeu collectif comme ça, eh bien c'est toute l'intelligence business qu'elle a. Créer les scores dans le jeu, c'est comme les indicateurs qu'on crée. Croissance du produit intérieur brut, aujourd'hui qu'on a la monnaie, on parle. Alors, il y a aussi une tendance sociétale, dit bon, ça ne reflète pas quand même la vie des personnes. On aimerait bien avoir d'autres indicateurs pour parler de l'économie. On parle de croissance zéro, etc. Mais croissance zéro, sur quel indicateur? Donc, créer les indicateurs, c'est ce qui vous donne aussi l'image, c'est la façon dont vous mesurez les choses, ce qui fait valeur pour vous. Dans une économie tokenisée, si vous le jouez sur l'espace de jeu, vos scores de joueurs sont l'équivalent de l'intelligence business, de l'intelligence économique. Les indicateurs que vous publiez, eh bien, sont des incitants à promouvoir des valeurs plutôt que d'autres. Et évidemment, comme vous êtes dans un jeu associatif, où il y a de multiples tokens, c'est pas comme dans le Monopoly, où vous n'avez qu'une valeur argent et une monnaie, eh bien, c'est directement ouvert à ne pas faire un championnat avec un gagnant. C'est comme le Tour de France, il y a le meilleur grimpeur, il y a etc., etc. Ceci ouvre directement pas une vision de ranking, je suis le meilleur, j'ai 40 milliards, les rankings qu'on fait, plus grosse fortune du monde, etc. Dans un jeu comme ça n'a pas de sens de dire la plus grosse fortune. La plus grosse fortune, ça n'a pas de sens là-dedans. Ça n'a aucun sens comptable. Il n'y a aucun endroit où on pourrait situer ça valablement. Donc, ce qui va faire du sens, c'est l'extension du réseau, la circulation, plus la circulation que la quantité, puisqu'un token, c'est quelque chose qui se donne dans la couverture du temps et qui circule. D'ailleurs, monnaie aussi, currency, veut dire courant. Mais ici, on est au sens étymologique même. À quoi sert le token? À faire circuler de la valeur. Donc, si vous voulez faire du classement, ce ne sera pas sur une personne. C'est quelle circulation vous avez pu mettre en place. C'est comme une circulation vitale dans un organisme vivant. Quelle est la circulation qu'a pu être, la circulation de valeurs et quelles valeurs ont pu être mises en place par la circulation des tokens dans ce fameux réseau que je vais montrer. J'ai dit le service sort de l'entreprise et on le fait en réseau. Cette dépendance entre services, elle est tokenisée. Et vous avez toute une circulation sanguine, si je puis dire, vitale, de ces tokens dans le réseau des services. C'est là où les indicateurs de performance, de santé, je dirais, puisque je fais une analogie au système sanguin, qui symbolise la vie, c'est là où on doit avoir des indicateurs de santé, de bonne santé économique. Et vous voyez que le fait d'introduire un nouvel instrument ne vous prête pas à faire des rankings comme on le fait maintenant, puisque vous êtes dans une liquidité associative d'abord. Alors on va quitter le jeu. J'espère qu'avec ce jeu, ça introduit un peu, parce que j'ai fait beaucoup de diagrammes conceptuels et d'introduction de concepts. J'ai illustré ce qui passait aussi au niveau factuel sur les investissements. Alors, ce à quoi on est arrivé, souvenez-vous, je vous ai montré des diagrammes comme ceci. Ici, c'est ce que j'ai mis en jeu. Évidemment, je me suis arrêté à la fondation. Je me suis arrêté parce que pour des raisons de temps. Je n'ai pas prolongé le jeu de rentrer dans le temps marchand, etc. Donc j'aurais pu prolonger le jeu jusqu'à rentrer dans le temps marchand, etc. Mais rappelez-vous,
En fait, on arrive à peu près à l'état ici. On a les contrats définis, les fournitures. Donc si quelqu'un vient acheter, souvenez-vous, bien, il pourrait toujours payer en fiat currency. Donc tout le travail qu'on peut faire aussi en organisation ouverte, on s'hybride facilement avec l'économie actuelle, puisque c'est d'abord une nouvelle forme comptable. Rien ne vous empêche que quelqu'un qui dit « oui, moi je ne suis pas intéressé à cette forme associative, je viens acheter le service, je viens à la table d'hôte pour les semences paysannes et je paye mon entrée et mon plat, c'est tout. » Et pour celui qui est usagé, il ne voit pas la différence. Donc c'est vous montrer que, sauf que dès le moment où la personne va donner son ticket, qu'est-ce qui va se passer? Elle achète son ticket pour être présente à l'événement et bénéficier de cette table d'hôte avec des plats préparés à partir de produits nés de semences paysannes. Ben, les contrats vont être activés. Donc le contrat va activer le ticket pour une certaine date, ça va activer un droit dans le contrat. La partie payée pour le ticket va être directement redistribuée aux contributeurs. Sur une formule relativement simple, qui est le pourcentage d'épargne du poids des services dans l'entièreté du service fourni, votre droit et la valeur d'échange. On ne parle pas de profit ici, on est dans du flux. Parce qu'il n'y a pas de boîte. Pourquoi je parlerais de profit? L'association des services, c'est du commons. Vous voyez juste un flux entre portefeuilles. Pour faire du profit, je devrais faire de mon entreprise une boîte et de regarder ce qui sort et ce qui entre et de faire la différence. Et que cette boîte appartient à quelqu'un. Alors je dirais que cette personne fait du profit. Mais ici, vous n'êtes pas dans ce pattern-là. Parce que ça va tout le temps... Cette association de services, elle est vivante. Donc il est très difficile, d'un moment donné, l'enfermer dans une réalité close. Il faudrait qu'elle soit très lente. Et que c'est un sens de se dire, voilà, pendant un an, elle est toujours stable. Mais vous savez, sur un web, une page à 6 mois de vie, l'enchaînement des services dans un monde numérique, c'est à des vitesses de turnover considérables. Hein. C'est pas... Si vous restez 6 mois avec la même page, c'est un peu grave sur un site. Donc, alors quelle est la différence avec le cash? On me redit, je peux déjà faire des entreprises, etc. Pas en marché. Hein, je pourrais faire des entreprises coopératives, mais pas en marché, bien sûr. Déposer de l'association ouverte en marché, ça vient. Mais les gens, pour l'instant, pour des raisons légales, ils doivent s'adosser à une structure. C'est pour ça que même les gens qui ne sont pas encore complètement dans le modèle et qui utilisent encore des cash coins ouvrent des fondations non-profit. Vous voyez, Consensus, c'est 10 banques. Mais quel paradoxe, ils ouvrent une fondation en Suisse non-profit. Vous dites, c'est une plaisanterie. Ah non, ils ouvrent une fondation en Suisse non-profit, oui, pour Ethereum. Ethereum, c'est une non-profit. Et c'est 10 banques derrière. Pourquoi? À cause de ce changement de paradigme. Tout le monde est un peu avec la tokenisation, même si on ne va pas jusqu'à... Aujourd'hui, on n'est pas à l'endroit où je vous expose, c'est le next step, mais on est en chemin. Et donc les gens ont besoin de trouver des structures légales pour exercer cette économie distributive. Alors, ça ne veut pas dire qu'il y en a un qui va se distribuer un maximum dans sa poche. Hein. Dans la métrique de distribution, il peut y avoir de l'abus. Mais vous n'êtes plus en position centralisée. Chez Ethereum, c'est encore le cas, puisque toutes les transactions, vous devez les payer en Ether. Et c'est bien sûr les propriétaires des Ethers qui touchent les commissions. Donc il y a encore là une décentralisation qu'une centralisation. Si vous voulez aboutir vraiment dans la tokenisation, vous devez... L'infrastructure qui vous sert à tokeniser doit être tokenisée, pas en cash coin, où il y a une poignée d'investisseurs qui possèdent le cash coin fondateur. Donc on a une hybridation entre en fait le cash coin, que vous voyez un 2 $ là, et une structure de droit distribuée dans le temps qui devient directement fongible. Directement fongible parce que vous avez une forme d'unification dans le jeton, si on parle en dividende par exemple, du titre porteur et de la monnaie cash. Et c'est ce que je vous avais montré la fois passée, reprenez notre diagramme, mais nous pourrions avoir, pour la personne qui échange, et c'est ce que je vous avais montré la fois passée, vous comprendrez peut-être mieux le diagramme maintenant, pour la personne qui échange, si on prend tous les services, ben, il y aura déjà une relation 1 à plusieurs. Il y a déjà la différence avec le coin marchand, c'est que quand vous achetez, entre 2 personnes, il y a un portefeuille dont le cash coin va sortir et le service va être délivré à la personne. Quand vous êtes en token, non. Quand vous accédez à un service,
il y a de multiples portefeuilles mis à jour, et pas deux. Hein? Donc il y a, normalement, si vous êtes en mode marchand, donc le token, il vous permet d'avoir grâce. Pourquoi l'intérêt d'avoir de multiples portefeuilles mis à jour? Mais c'est pouvoir venir sur le temps d'investissement comme on va faire du shopping. Je viens sur le temps d'investissement et le temps associatif comme je vais au shopping. Mais ça, je ne peux pas le faire avec un Cashcoin. Hein, j'ai besoin du temps. Faire les choses, ça prend du temps. Il faut se fédérer, il faut s'associer. Ça ne va pas tout de suite réussir non plus. Bon, si je vais dans un magasin, je prends mon bien, je sors avec, c'est terminé. C'est réussi. Donc il n'y a pas de problème. Mais le temps d'investissement, c'est tout autre chose. Hein. Il faut du temps pour faire les choses, il faut l'associer, il faut rassembler les expertises. Comment je comptabilise ça? Le token comptabilise ça sur un mode public, enfin sur un mode ouvert, pas sur un mode d'entreprise privée. ASBL ou pas, ça ne change rien. Pas sur un mode clos, sur un mode ouvert. Hein, c'est ouvert au sens vraiment organique. Alors, vous pouvez aussi avoir... donc ici, vous allez avoir l'exécution, l'autre personne, donc plusieurs portefeuilles. Donc je vous avais illustré ça la fois passée. J'ai dit que je me répéterai, mais cette fois-ci, je l'illustre quand vous avez vraiment ce qu'on appelle le temps associatif derrière vous, grâce au jeu. Et vous voyez pas à pas comment on est pratiquant de ce temps associatif. La relation many-to-many, plusieurs à plusieurs, la mise à jour de portefeuille. Et évidemment, je vous soulignais que vous pouvez avoir... Pour l'usager, s'il veut rester en usager, en client traditionnel avec son Cashcoin, il peut, puisqu'au départ, c'est un coin d'investissement. Mais si la personne collabore à cette économie et se connecte au réseau, elle aura un portefeuille de tokens et elle peut payer aussi en tokens. Elle aura dans son portefeuille des fiat currency, du dollar ou de l'euro, et les tokens. Parce que maintenant, quelqu'un qui a acheté des ICO tokens ou du Bitcoin, c'est ce qu'il a. Il a un portefeuille, il a des fiat currency, il a des tokens dedans. Mais ces tokens peuvent aussi devenir directement une monnaie d'échange. Ce qui n'était pas le cas avant, bien sûr. Bien sûr, entre sociétés, on pouvait, je vous avais dit, si vous regardez la structure de dividendes, IBM peut acheter Microsoft avec des actions et faire un échange d'actions. Mais ici, là, on descend à une granularité beaucoup plus basse. D'abord, on ne est pas propriétaire de société, mais ces tokens sont attachés à l'économie réelle des services. Très important. La grosse différence avec le Cashcoin, le Bitcoin, c'est que l'émission de l'argent est exogène. C'est pour ça que vous avez une différence entre le monde, on dit le financier et l'économie réelle. Tandis qu'ici, les tokens sont issus d'une économie réelle. Donc les tokens en circulation représentent toujours une activité conduite par les personnes. Ce n'est pas un token spéculatif. Donc il est très difficile de créer une bulle pour l'instant. Quand on amène de l'argent dans le système massivement en investisseurs, bien sûr, on crée la bulle. Mais plus vous allez avoir une économie tokenisée, qui est en fait une désintermédiation du capital monétisé. C'est ça l'économie tokenisée. C'est une désintermédiation, c'est à la mode. On veut supprimer les intermédiaires. C'est surtout les gens qui voulaient faire plus de profit. Ben, je crois que c'est leur tour d'être désintermédiés. C'est une désintermédiation du capital monétisé, le token, en fait. Donc ça, c'est pour faire court. Mais si vous payez avec un token, ben, vous rentrez dans un système non seulement un accès à un service. Un accès à un service vous fait de multiples échanges entre les portefeuilles. Mais en plus, dans votre portefeuille vous-même, il y a des tokens qui peuvent sortir et entrer. Parce que vous êtes toujours contributeur dans un réseau. Vous allez toujours être contributeur quand vous êtes usager. La première contribution que vous allez faire, eh bien, c'est de faire le réseau, le marché. C'est ce que Google vous prend aujourd'hui et fait des milliards. Vous connectez, vous faites le marché. Donc, si vous prenez un portefeuille tokenisé et au lieu d'acheter en fiat currency, vous entrez, vous allez bénéficier déjà d'un plus grand accès aux services parce que vous serez comptabilisé comme fabricant du marché, ce que vous n'êtes pas maintenant aujourd'hui, ce qui vous est enlevé économiquement. Ce retrait économique est important, puisque ça permet à Google, par exemple, d'amasser des sommes considérables qui après vous privent, et c'est ça le problème. Mon Dieu, qu'il amasse des sommes, c'est pas grave. Mais ces sommes sont associées à un pouvoir décisionnel et à un poids sur l'évolution de la société. Et une maîtrise de toute l'évolution des startups, puisque quand il y en a une qui émerge, on la rachète pour orienter son objet social dans la direction souhaitée par le monopole. Si ça ne va pas dans leur sens, on la rachète, on n'en fait rien avec.
on la détruit, si ça veut dire menaçant. Donc, le fait même d'avoir cette économie tokenisée va permettre un incentif aux gens de l'adopter, car ils seront comptabilisés pour toute contribution. Et donc, dans un marché coopératif tokenisé, où les gens ont des portefeuilles tokenisés, à chaque échange, vous êtes comptabilisé comme investisseur, vous avez fourni du service en entendant l'échange, en service, en fournisseur de services et en usager, à chaque échange. Alors ce n'est pas nouveau sociétalement, puisque je veux dire, si vous allez dans une coopérative, je vous avais dit comme Biscope à Bruxelles, vous êtes travailleur, vous êtes client et vous êtes fournisseur de services, donc propriétaire, travailleur et client. Donc c'est un autre vocabulaire pour dire investisseur, propriétaire, vous êtes propriétaire par investissement, vous êtes travailleur parce que vous avez presté 3 heures, vous êtes client parce que vous allez acheter au magasin, vous utilisez le service. Mais évidemment, avec des outils très différents. Vous avez été propriétaire en achetant une part. Là, il ne donne pas de dividende sur la part. Vous touchez comment votre dividende? En quelque sorte, vous donnez une part et vous allez travailler 3 heures et vous avez quoi? Un rabais. Vous avez un discount sur le produit vendu dans le magasin. Et c'est vous qui avez accès à ce produit-là. Donc, il est décompté, le capital nécessaire à tenir la coopérative. Et vos 3 heures de travail, elles se traduisent comment? Dans le prix du produit que vous allez quand vous allez client. Donc c'est une comptabilité comme celle-là. Mais ici, je la fais en temps réel à chaque échange, et pas dans un contrat fermé. Le défaut d'une coopérative comme Biscope, c'est que la même chose existe dans les années 70 déjà. Mais ils doivent tout refaire. Le logiciel, tout. Donc quand je les ai contactés, ils sont trop occupés, il faut acheter des frigos, il faut faire le logiciel, l'équipe informatique est débordée. Ah oui, vous faites une solution stand-alone. Bien sûr, vous allez vous inspirer de ce qui a été fait à New York. Sociétalement, qu'est-ce qui marche pour gérer les horaires des gens qui viennent travailler 3 heures? Voilà un problème sociétal. Qu'est-ce qui marche? Qu'est-ce qui marche pour faire venir les gens 3 heures pour travailler dans le magasin, à la caisse, à remplir les rayons, aux fournisseurs, etc. Donc là, c'est toute une expérience sociétale qui avait été prise par le magasin qui est né dans les années 70. Donc ça, ils la copient. Ils la copient et ils la reproduisent à Bruxelles. Pour dire où est l'innovation sociétale, elle est là. Vous allez travailler avec des tokens, il y a un énorme travail à faire au niveau de l'évolution sociétale. C'est pour ça que rentrer dans la tokenomics, c'est pas seulement un problème, c'est loin d'être un problème de fou de l'informatique. Hein. C'est une autre codification des jetons qui font circuler nos valeurs. Et bien sûr, c'est le numérique qui permet ça, mais comment jouer avec ce nouveau possible? Ce n'est pas le travail d'un informaticien, ça. Comment jouer avec ces nouveaux possibles? C'est le travail, l'imagination de tous. Ce n'est pas un problème de spécialiste. Hein, ce n'est pas un problème de spécialiste. Il ne saurait pas y en avoir puisque c'est assez nouveau. Voilà, donc, donc je reprends notre petite map pour un peu récapituler ce qu'on a fait. Ça termine un peu l'explication. En fait, ici, avec le jeu, depuis qu'on a découplé finalement la monnaie de l'or et qu'on émet par acte comptable et qu'on a eu des crises, il y a une conscientisation du citoyen que, aussi sérieux on peut considérer l'argent, qu'on est quand même dans une dimension de jeu d'écriture. Même si l'argent tente de nous sécuriser, le fait qu'il y ait la crise à 2008, qu'on a dû mutualiser les dettes des banques, il y a eu là une crise de confiance qui a fait naître le Bitcoin. Donc cette conscience que l'argent est désacralisé, il est un jeu, et ce qui vient aujourd'hui avec les tokens, on est en position technique et sociétale, puisque les expériences ont déjà été faites. Depuis 2008, on est avec les ICO tokens, donc beaucoup d'expériences entrepreneuriales ont déjà été faites. Et donc on est vraiment en position à la fois sociétale et technique de se dire c'est le moment de réinventer le jeton qui fait circuler nos valeurs. Les jetons. Et c'est ça la tokenisation. Quel jeton dans un monde numérique pour faire circuler nos valeurs? Donc on est dans cette position de qu'est-ce que l'économie quand on a oublié l'argent? Pour bien réfléchir à tout ça, c'est ce que je pense. Qu'est-ce que l'économie quand on a oublié l'argent? Eh bien, si je tombais sur une île déserte, mes chances de survie, s'il y a 200 rescapés, il va falloir fabriquer, il faut s'associer. Donc c'est un intrinsèque. Il va falloir valuer,
les contributions, et distribuer. Alors votre capacité à vous organiser, la survie du groupe va hautement, bon ça dépend du contexte, si on tombe dans un désert bien sûr c'est mal parti, mais la survie du groupe, l'économie que va pouvoir mettre en place le groupe va hautement dépendre de sa capacité organisationnelle, hautement, c'est la valeur fondamentale, intrinsèque. La valeur intrinsèque, on a décroché l'argent de l'or. Ici, dans la technique de calcul, qu'est-ce qui fait la valeur d'un token? La valeur organisationnelle de l'association, puisque c'est elle qui l'émet. C'est comme une action. Qu'est-ce qui fait la valeur d'une action? C'est la société sous-jacente. Ici, vous êtes en mode ouvert. Donc, qu'est-ce qui fait la valeur du token circulant? C'est pas de l'or qu'on aurait stocké et on croit idolâtriquement à l'or, parce que l'or, vous ne le mangerez jamais. C'est pas ça qui va vous remplir les nécessités. C'est juste que l'or n'a de valeur que s'il circule. Si on ne vous le prend pas, ça vaut 0. Hein, c'est comme l'autre jour, j'avais de l'argent serbe suite au conflit, je suis en Macédoine, je veux l'échanger, j'arrive à la banque, on dit « Ah non, on n'échange pas ». Bon, je peux aller manger en Serbie, mais en tout cas, en Macédoine, je ne mangerai pas avec l'argent serbe. On ne vous le prend pas, c'est tout. Donc, je veux dire, vous pouvez thésauriser sur n'importe quel objet idolâtré, il faut encore que l'idolâtrie soit partagée. Sans quoi, ça n'a pas de valeur. Ça, c'est bien conscientisé chez beaucoup de gens aujourd'hui suite aux crises financières. Les Indiens nous disaient déjà ça, hein, quand l'homme blanc aura coupé tous les arbres, il comprendra qu'on ne mange pas de l'or. Donc c'est une réalité fondamentale. Donc la tokenisation nous ramène à la valeur intrinsèque d'une économie qui est la valeur organisationnelle. Remarquez d'ailleurs que les continents comme l'Afrique qui ont toutes les ressources, minéraux, etc., sont les plus pauvres. Il manque la valeur organisationnelle. Parfois, on joue un mauvais jeu. Je ne dis pas qu'ils ne sont pas capables de s'organiser. Il y a des monopoles qui empêchent. Quand j'étais dans une voiture avec un taximène il n'y a pas longtemps, qui venait d'Afrique, et il me dit, là, si tu fais un centre culturel, tout de suite l'État vient et coupe. Il ne faut surtout pas que les gens s'émancipent et s'associent. Ah oui, on va essayer de tuer la possibilité de s'associer. C'est dangereux. Ça mettra en danger certains monopoles, bien sûr. Donc voilà, je termine ici. Donc un petit rappel, il y avait donc l'initiation à 2 factories pour la gouvernance et la loi. Donc des factories pour la loi, il y en a déjà une initiée le 4 mai avec l'Université de Namur. Pour la gamification, je saute faire la même chose, il y a une invitation. Si les gens veulent réfléchir à des scénarios de jeu, le jeu, ici j'ai montré un exemple, Serious Game. Mais vous n'êtes pas obligé d'arriver à des contrats réalistes. Vous pouvez jouer et mettre quelques options de service. Le joueur choisit son service, quelques options de contrat. Vous pouvez réduire le jeu pour le rendre plus facile à implémenter. Mais le but est quand même, ma vision est quand même d'aller à un jeu de réalité virtuelle qui deviendra un substitut au marketing, qui deviendra un véritable laboratoire d'imaginaire collectif de l'économie. Et de pouvoir avoir un transport de ce qui est réalisé dans le jeu directement. Donc si vous allez arriver à un équilibre pour construire une table d'hôte pour les semences paysannes, dans le jeu, vous pouvez reprendre le template et l'utiliser pour démarrer une vraie initiative dans l'économie réelle. Inversement, si votre économie réelle cherche des extensions de services, des associations, pour s'aider à les trouver, plutôt que de les faire à coût dans le réel, à grand coût de pertes et de dommages pour les uns et les autres quand ça échoue. On peut le faire dans le jeu. Est-ce qu'il marche? On le ramène dans l'économie réelle. Donc le jeu va être un compagnon indispensable pour la conduite des possibles économiques. Alors ce sont les autres analyses, ce n'est pas mon avis personnel. Hein, je vois plutôt bien clair comment ça peut devenir. Les analystes qui le font au niveau sociologique, ils voient seulement des tendances. Ils n'ont pas toujours la vue transversale, comment techniquement arriver à ce jeu. Donc ce que je donne ici, c'est plutôt une descente en profondeur, comment techniquement arriver, et ça, la technique, c'est le concept de token au cœur. Tout s'articule au cœur de ce jeton. Comment s'articulent toutes les opérations autour de ce jeton. Alors vous voyez clair que pourrait être ce jeu. Hop, vous le voyez. Tandis que si vous allez dans une conférence et que vous dites oui, la gamification va rentrer le courant des crypto-monnaies, ils vous font des tableaux avec les courbes, ils vous extrapolent le point de rencontre entre la tendance crypto et la tendance gamification. Et c'est pour quelques années.
Alors, ça ne vous dit pas encore quel jeu, ça, évidemment. Ça vous laisse dans le brouillard. C'est juste une lecture sociétale qu'on voit des courbes. C'est comme on vous dit, bon, là, la puissance des microprocesseurs est multipliée par 2 tous les 18 mois. Ça ne vous dit pas comment on fera le x2 pour les 18 prochains mois, bien sûr. Donc ici, je fais une descente plus en profondeur pour comprendre. Et voilà, donc les gens qui seraient intéressés à participer à des scénarios de jeu, voire des mises en place, bien, vous comprenez le principe. Toute expertise est bienvenue, on fédérera les expertises nécessaires pour réaliser, aller jusqu'à l'implémentation. C'est pas, je voyage depuis longtemps quand même, ça ne m'apparaît pas du tout un obstacle, ça, hein, fédérer. Ça ne m'apparaît pas du tout un obstacle. C'est même pas très difficile. Pas très difficile. Il faut oser de frapper aux portes, il faut bouger, mais fédérer des personnes autour de projets, ce n'est pas si difficile que cela. Voilà, mais je vous remercie pour votre écoute, oui, et le temps des questions est là, donc volontiers, je vous écoute.